Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais il m'arrive parfois de remplir des tableaux Excel à la demande express de l'administration. Car oui, je sais remplir un tableau Excel. Pour un doodle, quelquefois, c'est un peu compliqué, mais enfin, passons. Donc, dernièrement, et comme chaque année, je suis amené à remplir une enquête concernant les jeunes adolescents fréquentant l'établissement spécialisé dans lequel je travaille et qui sont scolarisés également en milieu ordinaire, collège ou lycée. On appelle ça la scolarité partagée et c'est depuis une dizaine d'années le cheval de bataille de l'éducation nationale. Faire en sorte que l'ensemble des jeunes de ce pays, dans un souci bienvenu d'équité, puissent suivre une scolarité dans un établissement scolaire lambda malgré leur handicap. Et afin de suivre au plus près la réalité de cet impératif national, on nous demande donc de faire remonter les chiffres des inclusions scolaires, comme on dit, au niveau de l'année. Une croix dans le dossier Excel que nous recevons vaut pour une scolarisation partagée, 2 croix de scolarisation et ainsi de suite. Et quand tous les résultats arrivent au ministère, il est temps alors de prendre les machines à calculer, de faire les additions, de ne pas oublier les retenues et de finir par le pourcentage total des jeunes fréquentant ces structures spécialisées et en même temps des établissements scolaires ordinaires. Et c'est ainsi que récemment, le ministre de l'Éducation nationale a pu se glorifier d'un fabuleux 90% de jeunes handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Oubliant néanmoins un petit détail, l'enquête envoyée par ces services dans tous les établissements spécialisés ne fait pas la différence entre un jeune scolarisé à tiers-temps, à mi-temps ou à temps complet de celui qui lui fréquente le collège ou le lycée 2 ou 3 heures par semaine, ce qui est le plus souvent le cas. Et c'est ainsi donc s'il y a 90% de jeunes handicapés scolarisés en milieu ordinaire, il n'y a en fait qu'à peu près la moitié qui y font une scolarité à mi-temps ou à plein temps, arrivant donc à passer le diplôme préparé. Tout ça pour vous dire que l'on peut tout prouver avec des chiffres. Il suffit de trouver la bonne question. Dans le cas d'espèce, combien de jeunes fréquentant votre établissement sont-ils scolarisés en milieu ordinaire en oubliant de s'intéresser au temps qu'ils y passent? Aussi, lorsque la semaine dernière, une présentatrice du journal de 20 heures a pu claironner triomphante que le chômage dans la zone euro n'avait jamais été aussi bas depuis 20 ans, 7,4%, je me suis demandé comment on avait fait pour trouver ces chômeurs, comment on avait fait le décompte et qui étaient donc considérés comme chômeurs. Ceux qui ont fait la démarche de s'inscrire sur les listes de Pôle emploi et consorts ou l'ensemble des gens ne travaillant pas. Et ceux qui ne travaillent que 2 ou 3 heures par semaine, et ils sont assez nombreux, ils sont comptabilisés où? Dans les chômeurs ou dans les actifs? C'est ainsi par exemple qu'au premier trimestre 2019, Pôle emploi annonçait 3,4 millions de chômeurs en France. 15 jours plus tard, l'INSEE en comptabilisait, elle, 2,4 millions et sur la même période. Une différence de 1 million en 2 semaines, c'est gênant, je vous le dis. On peut tout faire dire aux chiffres. Et dans ce cas d'espèce, soit Jupiter est un génie, soit on se fout de nous. Et là, je pense que je suis plutôt adepte de la deuxième proposition. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 31, réalisé par Marco et Tulipe. Une nouvelle venue dans cette émission hebdomadaire qui désormais officiera la technique, Jérôme étant lui occupé à une activité professionnelle. Voilà, donc ce soir, on va parler de Jazz sur 131 avec Sylvie Castro, la directrice des arts vivants et visuels au conseil départemental, et Sofiane Jaffer, responsable, lui, du pôle musique actuelle et culture urbaine à cette même DAV, la direction des arts vivants et visuels. Et puis Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission et par ailleurs grand spécialiste de jazz bizarre, sera aussi
autour de cette table pour cette partie consacrée à Jazz sur 131. Et puis nous évoquerons également la 24e édition de Toulouse Les Orgues avec Yves Reichsteiner, son directeur artistique. Toulouse Les Orgues, festival dédié à l'orgue sous toutes ses formes. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et celle-là, c'est une vraie nouveauté. Ça ne sortira qu'en avril prochain. Le groupe Host, soit Carla Gaudré au sax, Dorian Dutèche à la guitare, Pierre Terris à la basse et Théo Teboul à la batterie, sortiront leur deuxième album, Cos, en avril prochain. Et au vu du clip mis en ligne cette semaine sur YouTube et à l'écoute de ce même morceau, The Fun Effect, que le quatuor toulousain nous a envoyé hier, il semblerait que la musique de Host s'éclaircisse un brin, allant chercher du côté de groupes comme Jaga Jazziste des raisons de sonner plus clair. Mais cela à l'écoute d'un seul morceau. On découvrira le reste en avril 2020. En attendant ce grand moment de retrouvailles, écoutons tout de suite The Fun Effect, extrait d'un album donc à sortir et à venir en avril prochain. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel Mou.
Voilà, on va parler beaucoup de festivals ce soir et on commence tout de suite avec Yves Rechsteiner, le programmateur, le directeur artistique de Toulouse Les Orgues, dont la 24e édition a déjà commencé. C'était mardi dernier, le premier concert, 1er octobre, et la programmation de Toulouse et Les Orgues va tranquillement se dérouler jusqu'au 13 octobre prochain. Une édition dédiée à l'orgue et cette année avec un focus, une intention marquée, affirmé, revendiqué, d'ouvrir un peu cette programmation aux organistes, aux femmes jouant de l'orgue. C'est du moins ce que vous laissez entendre dans l'édito qui est inséré dans le programme que l'on peut trouver un peu partout en ville. Est-ce à dire d'abord que l'orgue a été surtout une histoire d'hommes ? C'est assez facile à comprendre. Orgue égale église. Église égale quand même beaucoup mec pendant plusieurs siècles. On va dire ça de façon très synthétique. Et donc, les choses bougent un tout petit peu maintenant. C'est vrai que dans les jeunes générations, chez les organistes, c'est un peu mixte, en tout cas dans les classes d'orgue. Après, un peu comme partout ailleurs, les femmes peinent un peu à avoir des carrières plus développées que ces messieurs. Donc, forcément, le festival marque un grand coup de projecteur cette année sur les femmes organistes, aussi sur les compositrices. Et puis, on espère après accompagner aussi un mouvement ou tendre vers une plus grande parité dans le milieu professionnel. Ainsi, on va entendre une vingtaine d'organistes jouer des œuvres de Bizet, de Dvorak, de Handel, de Bach, des musiques traditionnelles, baroques, médiévales ou improvisées dans des contextes qui vont de l'électro aux chœurs vocaux ou en petite formation. Ça reste toujours la ligne un peu directive de Toulouse Les Orgues, cette façon un peu d'envisager l'orgue sous toutes ses formes, dans plein de contexte, histoire peut-être de rappeler que cet orgue n'est pas ce meuble énorme calé au fond d'une église qui pendant des années a joué de la musique religieuse, ou alors pour les plus jeunes à l'école dans les années 70, l'orgue c'était la toccata et fugue de Bach et c'était tout. Et c'était tout. Oui, c'est vrai que c'est un instrument qui reste un magnifique joujou musical. Hein. Quand on joue avec, on peut vraiment s'éclater dans plein de domaines. Et ça reste un instrument patrimonial. La plupart des orgues de Toulouse sont quand même des instruments anciens, qui ont une valeur historique. Donc notre mission, c'est de les mettre en musique, de les mettre en vie, avec le répertoire que les gens peut-être attendent, du baroque, du symphonique, des musiques du 20e. Mais justement, ce que je cherche aussi un petit peu à développer, parce que je trouve que c'est un vrai challenge, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire de la musique électro? Est-ce qu'on peut faire du jazz expérimental avec un orgue à tuyau? Et la réponse est oui. 3 soirs, en tout cas, dans le festival de cette année, vont le montrer. Je crois que vous allez parler de Pancras, mais il y a également Malvina Meignier, qui est une jeune femme de 31 ans qui chante et compose. Elle est en train de travailler avec son groupe. On est plutôt dans de la pop. Et puis après, on a une création, Rivage, avec une partie orgue, une partie bande ou électronique. Je ne sais pas quel est le bon terme. Donc là, c'est un peu notre zone d'expérimentation et qui fait aussi venir un autre public. Donc moi, je suis ravi que dans les églises, particulièrement celle du Jésus, où nous travaillons, nous avons nos bureaux, eh bien, il y a un public très mixte qui passe, qui rentre, qui reste et qui sort avec la banane. L'église du Jésus, pour les Toulousains, c'est une église dont une partie de la façade borde les allées Jules Guesde, l'entrée de l'église étant située de l'autre côté, plutôt quand on va vers la place des Carmes. Et donc, qui vous tient lieu de bureau, vous le disiez, l'ensemble baroque aussi, les Sacqueboutiers, si je me souviens bien, sont aussi hébergés à l'église de Jésus. On dit que c'est une église qui a été désacralisée, plus de messes, et heureusement, parce que c'est vrai que dans votre politique un peu d'aller chercher peut-être des jeunes publics en confrontant l'orgue à de l'électro, à du jazz, à des musiques improvisées ou à du cirque, on a pu voir dans l'église de Jésus des choses que le pratiquant catholique moyen aurait peut-être refusé de voir. Oui, je me souviens d'un spectacle circassien. D'une certaine édition 2014, où c'était ma première édition, et ça avait commencé par du pole dance, où en fait, même moi, je m'étais laissé avoir, parce qu'évidemment, comme j'étais un peu bleu dans la profession, la troupe de cirque s'était bien moquée de moi, d'une certaine manière très raffinée. Donc, le début par du pole dance, avec la fille qui finit couchée sur l'autel, ça avait marqué certains esprits. Et un peu dépoitraillé, c'est bien, on fait bien allusion à la même séquence. C'est vrai qu'il y a quand même cette volonté dans Toulouse et les Orgues, pas de choquer le Pékin moyen, mais d'aller chercher du public qui d'habitude ne vient pas écouter de l'orgue.
Mais oui, parce que je pense qu'on a on a une chance, c'est que les lieux sont magiques. C'est-à-dire quand vous bossez l'église, particulièrement quand vous êtes organiste et que vous allez travailler à partir de 20h de soir, tout seul dans des bâtiments comme ça, c'est juste magique. Donc forcément, un festival, c'est partager cette magie, c'est faire en sorte que ces églises deviennent des lieux de vie, des lieux d'émotion musicale le temps d'un concert. Et pour moi, l'émotion, elle est dans plein de styles musicaux différents. Je pense un petit peu finalement que mes goûts à moi, qui sont assez éclectiques en termes de musique, influent évidemment un peu sur la programmation. Et j'aime bien justement aller chercher plein de choses. Hier soir, on avait un groupe de chanteurs de polyphonie corse, Madame Michella avec Nadine Rossello. C'était incroyable. Elle a fait un concert en plein milieu de la cathédrale Saint-Étienne. Je crois que les gens avaient la chair de poule. On avait fait carton plein. Il y avait 500 personnes. On n'a pas vendu un seul ticket parce que c'était complet. Et vraiment, c'était magique. Avec des lieux qui sont magiques et des orgues qui sont magiques. Combien à Toulouse? 17 ou 18 orgues répartis oui, alors dans officiellement, la je crois ville. qu'il y en a presque 30 dans le centre de Toulouse. Et après, il y en a évidemment certains plus importants que d'autres. On pense à Saint-Cernin, qui est une espèce de Ferrari que l'on vient voir de New York à Tokyo. On reçoit plein d'organistes du monde entier qui viennent voir l'orgue de Saint-Cernin parce qu'il est extraordinairement impressionnant, c'est une grosse bébête, on peut faire plein de choses avec, puis il a été taillé pour la basilique qui est quand même un grand vaisseau, donc ça envoie quand même du steak comme son, hein, c'est pas rien. La programmation, comment vous la concoctez? C'est un exercice solitaire, c'est le travail d'une année, c'est une équipe qui vous entoure? Plus ou moins solitaire. J'ai l'impression d'avoir le nez au vent tout le temps, de voir tout ce qui se passe dans le milieu un peu partout. Je suis très éponge, je prends tout ce qui arrive. Ensuite, je suis comme un cuisinier, je fabrique un truc où, si possible, la mixture est bien équilibrée. Donc, je fonctionne avec des proportions. Il faut du baroque, il faut du symphonique, il faut plein de choses actuelles. Et puis après, je fais en sorte que tout ça soit varié, soit alléchant, soit intéressant, et puis soit goûteux à déguster. Au final, là maintenant, on est en plein festival, donc je veux que les gens qui viennent nous voir, ils soient essentiellement contents à la sortie du concert, c'est la mission numéro 1. Avec un travail que vous faites aussi avec des associations qui, par ailleurs, œuvrent pendant toute l'année sur la diffusion de musique à Toulouse. Autour de la table, Jean-Pierre Lérac. D'habitude, c'est un chroniqueur dans cette émission, mais aujourd'hui, il vient comme le trotskiste qu'il a été lorsqu'il était jeune, c'est-à-dire que les trotskistes étaient spécialisés dans l'antrisme. Et là, cette année, un pavé dans le jazz, l'association qu'il anime, a fait de l'antrisme autant dans Toulouse les orgues que dans Jazz sur son 31 avec lequel qu'on évoquera tout à l'heure, et notamment donc dans Toulouse les orgues avec la venue de Pancras, une espèce de formation, j'allais dire fou furieuse, Jean-Pierre Lérac, qui est issu du GMEA, on va dire peut-être issu du GMEA. Enfin, c'est vrai que l'organisation de Pancras, il y a Toulouse les orgues, le pavé, mais il faut citer aussi le SIAM. Dans l'université, Jean Jaurès. Oui. Et le quatrième le GMEA. Et le GMEA, voilà, on a les quatre. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant pour nous de collaborer parce que ça permet, on le répétera jamais assez, de croiser les publics, et ça c'est essentiel. Et donc pour nous, on est ravis de travailler avec tous ces gens. Alors Pancras, c'est vraiment le genre de projet évidemment qu'au Pavé le Jazz on défend parce que c'est des formations qu'on aime bien faire découvrir des univers comme ça très particuliers. Et Pancras, c'est un univers très particulier. C'est vraiment. Je confirme. Et voilà, c'est vraiment des jeunes qui vont chercher quelque chose d'un univers complètement singulier. En plus, des inventeurs, c'est des jeunes qui détournent les instruments, qui créent des instruments. L'orgue qu'ils ont créé, quelque chose d'assez incroyable. Bon, c'est vrai que là, on va les voir 2 fois donc, à la fabrique, ils vont jouer avec l'orgue qu'ils ont fabriqué. Et à l'église de Jésus, ils vont utiliser l'orgue du Jésus en faisant quoi? En mettant des capteurs sur les tuyaux, en retravaillant ce son-là? C'est une bonne question. Il va falloir que je les surveille un peu parce qu'ils vont prendre les tuyaux, souffler dedans, les remettre à l'envers. Enfin non, je rigole, mais c'est vrai qu'ils ont une approche presque tactile des instruments. Moi, je les ai vus faire au GMEA. Leur orgue, ils sortaient les tuyaux, ils soufflaient dedans, ils les remettaient. Il y avait un rapport. C'est vrai que la musique se fait avec le corps de la bête, même les cornemuses, le violon, tout ça. Il y a un rapport charnel à la matière de l'instrument qui devient matière sonore. C'est vrai que c'est particulier. Ouais, c'est c'est fascinant. Une expérimentation. On va essayer d'en mettre un peu du Pancras si tous nos tuyaux à nous fonctionnent, parce que voilà.
ça, c'est ce que donne Pancrace sur un festival. C'était enregistré à Sonic Protest, Voilà. un festival de musique noise à Paris. Voilà. Ça Musique ne donne pas une idée de ce qui va se passer au Jésus la semaine prochaine, mais voilà. Ça va être dans cet esprit-là. Ouais, vous confirmez aussi. Ce qui est très étonnant pour un festival d'orgue, enfin, c'est vrai que les gens qui sont habitués à entendre un son d'orgue clair, profond, ils risquent d'être chamboulés. Ah ben, rien ne m'arrête. Voilà, et c'est le but du jeu pour le programmateur que vous êtes. C'est pas le but du jeu. C'est juste que en fait, je laisse les choses arriver quand elles me semblent intéressantes. Et dans le domaine de l'expérimental, je trouve que l'Église du Jésus, c'est justement un lieu d'expérimentation. J'ai envie de faire de ce lieu-là aussi un lieu de résidence à terme. Pour l'instant, c'est un projet. Mais je continue de dire, l'orgue est un instrument qui est un gros jouet musical. Tous ceux qui ont envie de jouer avec, venez. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire un peu une prime à l'inventivité, à l'essai, à l'imagination. Parce que justement, autant j'adore le classique, autant le défaut particulier du classique, c'est qu'on ne fait essentiellement que transmettre le passé. Et il manque cette phase un peu, allez-y, faites-moi un truc que je connais pas, quoi. Moi, je dis toujours, parce qu'en plus j'enseigne dans un conservatoire supérieur, je connais les codes. Mais moi, je dis à mes petits gars, je leur dis, mais si vous avez envie d'exister demain, les gars, mais allez-y, faites-moi un truc que je connais pas. Parce que si vous me jouez que ce que je connais déjà, il y en a qui ont joué ça 10 fois mieux avant, alors évidemment, vous partez perdant. Bon, il n'y a pas que ça, mais j'ai quand même aussi envie que les personnalités s'expriment en classique ou en autre chose. Et puis l'orgue, après, c'est juste un moyen. Après, c'est les musiciens qu'on invite. L'orgue, c'est un prétexte. Jean-Pierre. Le problème dans le jazz, c'est pareil, les musiciens qui jouent les standards. C'est vrai qu'il y a des moments aussi où on leur dit faites votre musique, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu, on est sur les mêmes rapports, quoi. Avec quelque chose qui est quand même plus marqué. Alors effectivement, depuis que vous avez peut-être repris les rênes de ce festival, qui est une ouverture de, je disais, les musiques du monde. Vous parliez de Nadine Rosello tout à l'heure, qui était hier donc à Saint-Étienne. Il y a aussi l'électronique. Il y a eu des concerts dans le cadre de l'électro-alternative. Électro-alternative, avec le projet Solarium. Je collabore depuis longtemps avec Samuel Aubert sur les siestes électro. Alors, c'est vrai que même pour moi, ça a été un saut dans l'inconnu, parce que c'est des musiques, objectivement, j'y connaissais que dalle avant. Donc, je me suis un peu cultivé depuis 2014. Je continue évidemment de faire confiance à mes partenaires pour le choix des musiciens, parce que je ne vais pas commencer à être expert dans un domaine que je ne connais pas bien. Mais puis, je peux dire aussi que ça m'a coûté quelques rafales de la profession, parce qu'on ne peut pas dire que tous les collègues étaient ravis à l'idée que je fasse débarquer des semis-sauvages dans le monde policier de l'orgue. Mais justement, moi, je crois fondamentalement à la diversité du biotope. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut de la diversité. Parce que si on est trop homogène entre nous, on aime tous l'orgue, et oui, c'est très beau, puis alors on adore tous Bach, etc. Finalement, on a un peu trop de pensées communes. Et je pense que je prends quelques risques. Je me suis aussi cassé la gueule, j'ai aussi fait des conneries, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut, je pense, quand on a cette chance, ce privilège d'être programmateur comme je le suis, je pense qu'il faut prendre des risques. Avec l'âge, évidemment, je mesure de mieux en mieux les risques. Mais il faut que tout soit ouvert. Donc voilà, on va continuer à écouter un tout petit peu de Pancrace, donc 8 octobre, ce concert-là, au Siam tout d'abord, et après à l'église du Jésus, à partir de 20h30, Pancrace. Voilà donc pour Pancrace, 8 octobre, après plein d'autres concerts. Il y en a un que j'ai retenu parce que il nous permettra de voir une formation qu'on voit que 2 ou 3 fois par an, le chœur étudiant, dirigé par Claire Subiette. Donc ça c'est dimanche à Saint-Cernin, c'est ça? Oui, tout à fait. Le programme qu'ils avaient joué il y a un an et demi avec Forêt, avec des gens comme ça, des œuvres comme ça. C'est vrai que là aussi, c'est une ouverture aussi sur le monde étudiant. Vous parliez tout à l'heure de votre rôle de professeur au conservatoire. C'est vrai qu'il y a une implication aussi avec les musiciens du conservatoire ou de la fac pour des interventions dans le cadre de ce festival. Oui. Puis même, je dirais, notre mission, parce que l'orgue, ça reste quand même un
un instrument qui a une image très lourde, c'est de toucher les jeunes. Donc on fait des actions en primaire, on commence à travailler avec les collèges, on travaille cette année avec le lycée Saint-Cernin, les lycéens viennent écouter, font des bords de scène avec les musiciens. On a chaque fois une soirée spéciale étudiants, donc là on a rempli le Jésus avec des étudiants en début de festival. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'entretenir ce contact avec éventuellement le public de demain, et puis après ceux qui sont déjà un peu plus en rapport avec la musique. Vous parliez du chœur étudiant, évidemment on leur donne une place dans le festival quand on peut. Donc dans l'ensemble des concerts que vous avez donnés, on donnera peut-être tout à l'heure le site internet pour avoir la programmation totale. Il y a plein de choses, et il y a aussi plein d'œuvres classiques. Je vais rassurer les amoureux de l'orgue. Oui, c'est le cœur de notre métier. On retrouvera du baroque, on retrouvera de la musique du 18e, 19e, il y a Bach, il y a des gens comme ça, mais il y a aussi des gens qui viennent, j'allais dire, de la nouvelle scène pop électro, musique actuelle, et notamment, vous en disiez 2 mots tout à l'heure, mais vous allez nous en dire plus. Malvina Meignier, jeune chanteuse qui utilise l'orgue de manière assez étonnante. Elle marie ça de l'électro, à sa voix qui est pas sans rappeler celle de Björk, avec des cuivres aussi. Là, elle viendra jouer des morceaux de Homme, l'album qu'il a fait connaître et qui était sorti en 2015. Comment vous êtes tombé sur cette jeune fille-là? Je me rappelle plus vraiment. Il me semble que quelqu'un m'a envoyé son lien, et puis après j'ai téléchargé, même j'ai acheté son album sur Internet, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé. À titre personnel, j'écoutais ça de temps en temps, vraiment je trouvais un univers très très riche. Quelqu'un m'a dit ça ressemble à Émilie Simon, et c'est vrai qu'il y a le même soin des sons et de la variété des sons, et puis quelque chose de très très visuel aussi dans le choix des sonorités. Et comme elle utilisait l'orgue, je me suis dit c'est un prétexte. Elle vient en fait à la fin de la journée de demain, samedi 5, où en fait je commence avec de la musique médiévale, je finis avec des compositions de Malvina Meignier, et ce sont que des femmes. Le week-end qui vient, c'est 100% féminin. Et j'essaye de traverser au pas de charge en 4 concerts toute l'histoire de la musique d'orgue, médiévale, baroque, symphonique. 22h30 au Jésus, Malvina Meignier. Elle est en train de travailler en ce moment, elle est incroyable, c'est une espèce de petit bout de flamme, elle est fluette comme c'est pas permis, et puis elle a une voix qui porte, là ils remplissent l'église, les murs tremblent, les vitraux bougent. Une voix très perchée, très cristalline, très claire. Oui, et en même temps avec beaucoup de chaleur. Et puis c'est drôle parce qu'effectivement elle est toute fluette, elle a beaucoup de présence, et quand elle fait travailler, elle s'impose avec la douceur, mais avec une grande fermeté. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Évidemment, elle a composé la musique, donc elle sait de quoi elle parle, et j'aime bien. Je trouve que ça fait une belle combinaison. Une formation qui sera laquelle demain? Donc elle vient avec un gars qui est aux machines, il y a un organiste qui joue en live, Christophe Guida, et après on a une collaboration avec le CRR qui nous envoie 10 cuivres, donc on a 3 trompettes, 3 trombones, corps, j'en oublie, mais donc du coup il y aura une section de cuivre aussi en live qui viendront la soutenir pour l'album Home dont vous parliez. Voilà, un album qui était un peu consacré à l'exploration de l'espace, c'est du moins ce qu'elle disait. Je me suis imaginé des espaces sidéraux pour vous sidérer avec ma musique. On va en écouter tout de suite un extrait. Donc vous le disiez, ça se passera demain soir au Jésus à 23h30. 22h30. Donc Malvina Meignier, une jeune fille qui vient de nous. Là, vous me coupez la voix. Et moi aussi. Je pense qu'elle vient du sud-est, pas très très loin. Je n'ai pas. Mais ça, c'est le drame d'Internet. Ouais. Vous parlez aux gens uniquement par mail. Comment voulez-vous qu'on les localise après? C'est vrai. Tant mieux pour eux. C'est vrai. Donc Malvina Meignier, Whatever, un morceau d'un extrait de cet album Homme que l'on pourra écouter ou découvrir demain au Jésus à partir de 22h30. Toulouse les orgues, c'est tout de suite, c'est ce soir. C'est jusqu'au 13 octobre. Ce soir, concert à la Halograin. Oui, j'en dis quand même un mot. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Halograin qu'il y aura un orgue à tuyau sur scène. On a un orgue déplaçable. Il y en a un seul en France qui vient de Rouen. Alors, on a enlevé la suie, évidemment. Évidemment, vous l'avez nettoyé avant. Et puis, du coup, il est sur la Halograin. On a un organiste qui joue les tuyaux sur la scène de la Halograin. Rien que l'image et tout, c'est fou, quoi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Voilà, venez nombreux. Voilà, en attendant, on écoute Whatever, Malvina Meignier. Le caramel. Non mais attendez, j'ai bossé des années sur TF1. J'ai jamais passé un test. Et comment donc? Et comment donc qui, je vous prie? Et comment donc, Ouston? Un caramel mou.
Voilà, on continue avec Jazz sur son 31, festival majeur toulousain. Et si le mois d'août sont le moment des festivals et des festivals estivaux, le mois de septembre et le mois d'octobre marquent traditionnellement à Toulouse le moment des festivals et des festivals de fin d'été dans la région, Méditerranéo, La Bohème, Baignade interdite, Rock in Opposition pour les manifestations d'un week-end, ça se passait ça en septembre, Occitania, Toulouse-les-Orgues dont on vient de parler, l'électro-alternative ou Jazz sur son 31 pour les festivals au long cours et qui débutent traditionnellement vers le début du mois d'octobre. Et justement, Jazz sur son 31, eh bien, ça commence dans la semaine prochaine, mercredi prochain pour être précis. Avec moi pour évoquer cette édition 2019, Sylvie Castro et Sofiane Jaffer de la direction des arts vivants et visuels du conseil départemental. Également présent autour de la table, donc Jean-Pierre Lérac, qui, je le disais tout à l'heure, avec l'association Un Pavé dans le Jazz, fait de l'entrisme un peu partout en ce début de saison et il a aussi réussi à faire programmer un de ses concerts dans le cadre donc de cette édition 2019 de Jazz sur 131. Sylvie Castro, Jazz sur 131, on en est à la combien là 33e édition. 33e, voilà. Festival commencé vers 1987 avec la venue de Miles Davis au Palais des Sports. Ce festival, il sert à quoi pour le conseil départemental? Ça représente quoi? C'est la mise en œuvre d'une politique culturelle, c'est-à-dire à travers un événement emblématique qui lui permet de faire découvrir le jazz, évidemment, sous toutes ses formes. C'est aussi aller en direction de tous les publics et d'aller initier, faire découvrir, faire en sorte que les publics et les différents publics rencontrent les artistes sous différentes formes. Avant de parler un peu plus de la programmation avec Sofiane Jaffer, ici présent sur ma gauche, peut-être continuer un peu dans cette histoire de politique culturelle départementale. Vous disiez, c'est aussi, Jazz sur 131, un moyen d'irriguer l'ensemble du territoire, de la même façon que 31 notes d'été peut le faire pendant les 2 mois de vacances de fin d'année, juillet et août. J'ai l'impression que cette année, il y a encore plus de concerts qui se font dans les villages et dans les petites villes alentours de Toulouse. On est sensiblement sur le même nombre de concerts en milieu rural, ce qui a été certainement amplifié justement dû à l'arrivée de Sofiane sur cette programmation. C'est tout le travail qui a été fait avec des nouveaux partenariats sur le territoire de la métropole. Pardon, hop. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'élargir aussi les différents partenariats. Bon, avec Jean-Pierre, on en est à la deuxième édition de partenariat. Donc l'idée, c'est de renforcer des partenariats sur lesquels on a déjà initié des collaborations et d'ouvrir d'autres partenariats. Et Sofiane vous en parlera tout à l'heure avec les bars. L'opération Barbare pendant le week-end. Voilà, les différents réseaux, aller dans les quartiers toulousains, aller dans les communes périurbaines. On est sur 17 communes, Sofiane, on est bien sur ça. C'est ça, c'est les bons chiffres. Voilà, donc ensuite, le milieu rural est aussi un élément important puisqu'on est quand même sur un département et l'aménagement culturel équilibré du territoire est une des missions, en tout cas, de la direction des arts vivants. Si on parle chiffres, Jazz sur 131, ça représente combien de pourcentage dans le budget culturel du département? Oula, bonne question. Ce qui peut donner aussi une idée de la place du festival dans cette politique. Alors, on serait sur 1%. 1%? Ouais. Ah ouais. Ah, j'aurais pensé nettement plus. Ouais. Mais le budget culture du conseil départemental est assez conséquent. On est vraiment sur un département très fortement engagé à la culture. Tu citais le festival 31 notes d'été. On a l'espace Roguet aussi, qui est un lieu de programmation des artistes du département. Et de résidence depuis 3-4 ans. Voilà, et fortement marqué par un accueil de résidence d'artistes. Donc il y a une vraie politique de soutien aux artistes de la région. Et donc forcément un budget aussi en matière non seulement de portage de manifestations et de partenariat, mais de soutien aux acteurs culturels, que ce soit les programmateurs, les lieux, les événements, les saisons, mais les équipes artistiques qui peuvent être aidées à la création, à la diffusion, à la résidence. Voilà, donc c'est tout un budget assez important.
Jaffer Sofiane, donc reparlons de cette programmation 2019 de Jazz sur 131. Finalement, c'est votre vraie première là, pour le coup. Ah oui, ça c'est sûr. Vous êtes arrivé l'an dernier, vous étiez déjà présent sur le festival, mais c'était encore la programmation de Philippe Léoger. Oui, mais c'est aussi un peu le cas cette année, puisqu'on est deux donc sur la programmation. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé au mois de juillet l'année dernière. Et donc, c'est vrai que j'ai vécu le festival, je n'irai pas jusqu'à dire touriste, c'est pas le cas, mais ça m'a permis quand même de voir à quoi ressemblait le festival, quelle était la volonté du conseil départemental de construire au niveau du territoire. Ça m'a permis en tout cas d'être un observateur très aguerri, de voir les équipes et découvrir plein de choses. Comment se construit une programmation d'un festival de jazz? Vous qui étiez jusqu'à présent plutôt musique actuelle sur le métronome, on vous a connu quand même jusqu'à les 5 premières années, c'est vous qui avez fait la programmation du métronome, donc une programmation qui n'était pas tout à fait raccord avec celle de Jazz sur 131. Comment on se lance dans cette programmation-là, même si vous nous dites il y a 2 minutes que Philippe Léoger était encore avec vous cette année pour la construire. Comment on se lance dans ce nouveau challenge et avec quelles idées directrices? En fait, avec toujours ma ligne directrice un peu schizophrénique, puisque c'était aussi le cas en fait au métronome, puisque le but du jeu c'était quand même de faire découvrir et d'asseoir aussi certains projets. Le métronome, c'est du passé. L'avenir, c'est le festival de jazz. Et c'est vrai que j'ai toujours écouté à peu près toutes les musiques. Et c'est vrai que dans le jazz, on retrouve quand même beaucoup de musique actuelle, même si, après ça, à titre personnel, j'aime pas trop la séparation entre musique actuelle, jazz, musique classique. Il y a de la bonne et il y a de la mauvaise musique, tout simplement. Donc là, peut-être 2 choses à repérer sur cette programmation. D'abord, le nombre peut-être plus conséquent que d'habitude d'artistes toulousains sur ce festival. C'est vrai qu'il y en a partout, il y en a beaucoup qui vont jouer ailleurs, mais il y a beaucoup dans cette programmation. Et peut-être aussi le rajeunissement des musiciens. Bon, après, pour le rajeunissement, je n'ai pas fait exprès. Oui, non, mais ça veut dire que ça représente aussi les tendances actuelles du jazz. Bien sûr, mais moi, je suis parti d'un constat très simple. Il y a un adage qui est très... qui est un peu notre ligne directrice au niveau du conseil départemental, c'est la culture pour tous et partout. Partant de ce principe, il était clair qu'il fallait que je trouve un équilibre entre les têtes d'affiche, les artistes locaux, les structures et les partenaires. Et donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et c'est pour ça aussi, qu'on est parti avec Sylvie Castro dans l'idée de travailler avec Culture Barbare, du moins Barbare, de partir à travailler avec Kalakuta, bien sûr un pavé dans le jazz, etc., etc. En fait, moi, je suis très famille. Donc, forcément, qui dit famille nombreuse. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de pouvoir générer un maximum de partenariats. Kalakuta Selector, un collectif de musiciens toulousains implantés à campus, c'est pour ça que j'en parle, qui continue à faire des émissions ici et qui officieront 2 fois dans le festival autour des musiques qu'ils adorent et qu'ils ont fait découvrir à Toulouse, l'afrobeat. Ouais, exactement. Sauf qu'on a eu, c'est récent, on a eu une petite annulation, donc Jungle by Night ne sera pas parmi nous. D'accord, donc... pour des raisons que je n'expliquerai pas, mais quand on est un groupe de musique avec une prétention internationale, il faut être sérieux. Ça n'a pas été leur cas. Ça, c'est un petit message. Je ne sais pas s'ils nous écoutent de Hollande, mais en tout cas, voilà. Sur Internet. Voilà, sur Internet. En tout cas, c'est un message pour eux. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de les voir dans Jazz sur 131, c'est ça que vous voulez dire? Très sincèrement, dans longtemps. D'accord. Dans longtemps, mais on a eu de la chance. On a un artiste qui s'appelle Bonga, qui va venir jouer. C'est pas complètement de l'afrobeat, c'est de l'afro. C'est la musique angolaise. Et on est quand même ravis de l'accueillir le samedi 12. Voilà. Donc, artiste de l'univers portugais, oui, voilà, lusophone. Lusophone. Ouais. En fait, il a travaillé longuement avec Césaria Evora. Donc, c'est vrai que je disais peut-être cette volonté un peu de rajeunir la programmation scène londonienne. Donc, il y a un focus sur cette scène-là. Il y a toujours un peu la présentation de ce qui se fait à New York en ce moment, ce qui est depuis une dizaine d'années un des intérêts de Jazz sur 131, c'est qu'on n'a pas besoin de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a quelques musiciens new-yorkais qui viennent ici, histoire de nous faire écouter ce qui se passe là-bas. Et puis cette année, il y a là aussi un focus autour des musiciens et de la scène du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce à dire que cette scène est en plein mouvement? On
connaît un certain contrebassiste israélien, mais il y a pas que lui, apparemment. Non, il n'y a pas, oui, vraiment pas que lui. En fait, l'idée de la scène du Proche et Moyen-Orient est venue d'un artiste que j'ai découvert qui s'appelle Faraj Suleiman, qui est un pianiste palestinien. Et c'est vrai que ça a été lui un peu le fil conducteur. Et après, il se fait qu'on voulait refaire donc Avishai Cohen. Et après, bon, voilà, comme tout programmateur, on commence petit à petit à bâtir. Et là, on a découvert, grâce à l'association Baho Delmar, Yazamed, du Bahreïn, qui va jouer donc à Tournefeuille. Et puis après, ça s'est construit, voilà. Après, je voulais absolument refaire Bachar Mal-Khalifa, qui est un pianiste palestinien, essentiellement en solo et pas en quartet, parce que j'aime pas trop ce qu'il fait en quartet, donc moi je voulais le faire en solo. Ça sera le 10 octobre à 18h30. Et après, on a construit ce fil rouge. Voilà. Et donc, on l'a appelé Proche et Orient. Ça veut dire qu'un programmateur, il peut se permettre de dire à un artiste, t'as 2 projets, un solo, un quartet, le quartet ça m'intéresse pas, je te prends un solo? Oui. Non, mais en fait, bon, bien sûr, on agit avec une sémantique. Avec diplomatie. Ça, je vous fais confiance. Non, mais en fait, par rapport à ça, c'est vrai que dans le jazz, et c'est pas autour de cette table que je vais vous apprendre quoi que ce soit, chaque musicien a une multitude de projets où j'arriverai même pas à tout citer tellement il y en a. Et c'est vrai que moi, j'ai vu Bachar dans les 2 compositions, et en piano-voix, il est juste monumental. Voilà, donc ça dépasse de très loin ces projets en quartet ou en quintet. On va aussi parler là tout de suite d'un concert. Là aussi, c'est un concert qui a été amené par Jean-Pierre Lérac et qui est aussi assez symptomatique et emblématique de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ouvrir ce festival-là à plein d'autres styles et essayer de montrer que le jazz n'est pas confiné simplement à une période et à un style prédéterminé, avec Eve Reiser et le Red Desert Orchestra sur un projet, Jean-Pierre, qui s'appelle Eurythmia. C'est des gens qui viennent du Coax, non, dans cette formation? Alors, dans le Coax, ce gros collectif parisien qui a un peu déboulonné la scène jazz française. Il y a des musiciens du Coax dedans, mais en fait c'est les musiciens de Paris. Bon, il y en a certains qui sont dans le Coax, qui sont pas Eve Reiser, elle a un petit peu sélectionné des musiciens parisiens. Donc, parmi, il y a des musiciens du Coax. Elle, c'est une pianiste de Strasbourg au départ. Et c'est vrai qu'elle nous avait enchanté pendant un moment avec son White Desert. C'est rare déjà d'avoir une fille qui est directrice d'un grand ensemble. Donc ça, déjà, il faut le souligner. Et c'est vraiment une super musicienne. Son White Desert était déjà magnifique. Et puis, elle a eu une révélation. Elle a fait un voyage en Afrique. Et elle a rencontré une certaine Naïmi Diabité, qui est une personnage que j'ai eu la chance de rencontrer, une Malienne, qui est plus qu'une musicienne, c'est une griotte, quoi. C'est quelqu'un qui, au Mali, a une grande importance. Et ça a un peu bouleversé Eve Reiser, et elle est partie sur un projet très, très africain. Bon, là, elle a monté 2 projets. Nous aurons un projet qui est plus sur les percussions. Il y a un projet avec les voix, avec notamment Naïmi. Et donc là, c'est vraiment avec des percussions africaines et tout. Donc c'est à la fois les musiciens du jazz parisien, vraiment avec le jazz contemporain, le jazz d'aujourd'hui, et les percussions africaines, comme fait le jazz, se mélange comme ça. On va en écouter un petit bout. Il faut simplement rappeler que la formation, c'est 5 cuivres, c'est un piano, c'est une batterie, c'est une basse, et puis c'est 2 balafons et un percussionniste africain, et c'est vrai que ça donne une pêche. Et c'est vrai que parmi les soufflants, il y a des musiciens qui sont vraiment très importants sur la scène parisienne aujourd'hui. Du style ? Alors, c'est une bonne question. Eh bien, très bien. On en écoute un peu et vous y répondez juste après. Parce que ça a changé, là. On réessaie donc de lancer Eve Reiser avec son Red Desert Orchestra. On va voir un peu où on en est. Bon, ben vraiment, là, on a vraiment un problème de câble. Donc, on relancera ça un peu plus tard. C'est bien dommage parce que effectivement, c'est à voir. On va simplement peut-être rappeler je pense que un peu. Ça aurait pu donner envie aux gens parce que c'est une musique vraiment très avec une connotation africaine. Je crois que ça aurait pu attirer des gens. Ouais, 15 octobre à la salle Nougaro. On ne désespère pas de pouvoir en lancer un dans 3 minutes. 15 octobre à la salle Nougaro. Donc, comment vous recevez la proposition de Jean-Pierre Lérac quand il arrive avec ça? Alors, juste pour l'histoire, parce que c'est toujours bien de rappeler l'histoire.
J'ai rencontré Jean-Pierre à l'époque du Métronome où j'ai joué un artiste que j'adore par-dessus tout qui s'appelle Arto Lindsay. Oui. Et Jean-Pierre, je l'ai rencontré ce jour-là où c'est la première personne qui m'a dit mais t'es malade de faire Arto Lindsay donc dans la petite salle du Métronome et c'est parti de là. Et effectivement, vous étiez vraiment malade parce que si c'était dans la petite salle du Métronome, c'est que ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché parce que c'était prévu dans la grande. Ah bah oui, il faut être honnête. À la base, c'était prévu sur la grande. Donc moi, je suis un fan sans fin d'Arto Lindsay et on s'est rencontrés comme ça avec Jean-Pierre. Et après, j'ai suivi aussi en parallèle donc le travail de l'association. Et c'est vrai que pour cette typologie de musique, il est préférable de faire appel à des spécialistes parce que on peut pas tout connaître. Et j'ai une confiance aveugle dans leur choix. Et donc voilà. Et le jour où j'ai soumis ça à Sylvie Castro, elle était OK. Et puis donc on est parti directement. Voilà. Donc, ça s'est fait très, très naturellement. Ouais, c'est la deuxième année qu'on a une collaboration. En plus. Et c'est vrai que pour nous, c'est très intéressant aussi d'aller chercher de nouveaux publics pour nous. Et je crois que c'est ce mélange. Au festival, il y a une petite note pavée avec des musiques un peu plus expérimentales. Je crois que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Donc j'espère que c'est une aventure qui va continuer. Bonne nouvelle, on a retrouvé le Red Desert Orchestra de Eve Risser. Donc je vous rappelle, le 15 octobre à la salle Nougaro dans le cadre de Jazz sur Son 31, on en écoute quelques minutes. Voilà donc Eve Risser, comme me l'a fait remarquer perfidement mon ami Jean-Pierre Lérac, avec le Red Desert Orchestra et son projet donc Eurythmia. C'est le projet qu'elle jouera donc le 15 octobre à la salle Nougaro dans le cadre de Jazz sur Son 31. Sofiane Jaffer, un festival finalement un peu plus court que d'habitude. Là pour le coup on va avoir droit à une semaine et demie. Oui, en fait c'est parti de la volonté pour la simple raison pour garder une certaine dynamique, mais plus court ne veut pas dire avec moins de choses.
Bien au contraire. Bien au contraire. Hein. Oui. Bien au contraire. Il y a Sylvie Castro. Oui. Oui, bien au contraire, parce que depuis l'arrivée de Sofiane, on est passé à 72 événements quand même. Donc, voilà. Et c'est vrai que certains soirs, faudra avoir le don d'ubiquité là pour écouter tout ce qui pourrait faire ami. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a certains soirs, après c'est le hasard du calendrier, des salles, la disponibilité d'artistes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certains soirs où il y a 7-8 concerts éparpillés sur tout le département. On le disait, des choses assez nouvelles cette année. On va avoir droit à un apéro-concert. Il me tarde de voir le Rémi Ponossian en apéro-concert sur la place des Tiercerettes. La place des Tiercerettes. Des Tiercerettes. Avec RP3. À 19h, le mercredi, pas 9, celui d'après. Ouais, le piano va être en plein milieu de la place. On va essayer de le mettre en plein milieu de la place. Bon. Là, on croise les doigts pour qu'il fasse beau, surtout. Voilà. Donc, apéro-concert dans le cadre de Jazz sur 131, des déambulations aussi d'orchestre de New Orleans. En fait, on a 2 déambulations. Brass Pocket le samedi 12 au marché de Bordeaux-Rouge et les Rogers le samedi 19, toujours à 11h à Victor Hugo. Voilà, donc quand je dis New Orleans, c'est pas ce vieux style des années 20, quoique, mais c'est aussi cette façon brass band d'appréhender cette musique et qui est aussi une déambulation. On joue en marchant et on écoute en marchant. Et puis également, donc on le disait tout à l'heure, c'est cette idée de travail avec Barbare, l'association Barbare, donc relancer l'écoute du jazz dans plein de bars à Toulouse. Et puis relance des leçons de jazz. Est-ce que ça correspond à ce qui se faisait avant avec une heure avec? Donc là, c'est Julien Loureau qui viendra faire une leçon de jazz, d'abord sur le public scolaire, mais après au taquin pour tout le monde. C'est une façon aussi de relancer ces cartes blanches qui étaient données fut un temps à un artiste. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, elle est de relancer l'idée de la proximité, puisqu'on va dans certains quartiers. On va aussi à Carbone. C'est aussi pour le public scolaire et c'est aussi pour le tout public. Donc oui, l'idée, c'est un fil rouge. Après, au bout de 33 ans, on essaye de prendre aussi les bonnes choses et des fois, on les réadapte en fait, à l'heure actuelle. Avec cette leçon de jazz de Julien Loureau qui sera faite dans l'endroit où les leçons de jazz ont été créées à Toulouse, donc le Taquin, ex-Mandala. C'était une idée à l'origine de Anaïs Cartini. Au niveau de cette programmation et de cette façon d'envisager un festival de jazz à Toulouse, il y a cette idée aussi que vous allez piocher largement dans la scène toulousaine musicale. Vous la voyez comment, cette scène? Vous en avez fait partie à un moment donné. Je rappelle que vous avez été musicien dans un groupe de métal, j'allais dire. Alors, c'était pas vraiment du métal. Je pense que ma schizophrénie... Voilà. C'est là que les spécialistes vont commencer à s'affronter. Voilà. Alors, c'est vrai que ma schizophrénie musicale a commencé là, donc c'est en 94, c'est un groupe qui s'appelait L'Agonie, j'étais à Montauban, et c'était pas vraiment du métal, il y avait une nappe de métal, on va dire, sur l'utilisation des guitares. Une sacrée nappe, quand même. Voilà. Après, ça dépend, vous savez, c'est toujours pareil, l'art pose des questions auxquelles il ne répond pas, et c'est vrai que ça dépend de l'affinité qu'on a avec certains styles. Après, le chant était en arabe, en français, en anglais et en espagnol, et c'était un mélange d'électro-rock, donc voilà, c'était un melting pot, et on retrouve ça dans la façon de DJ que j'ai de programmer. C'est un peu... Et alors je disais, vous avez fait partie de cette scène musicale à une époque. Vous la voyez comment, cette scène, depuis que vous la voyez de votre poste de programmateur au métronome, maintenant à Jazz sur 131? En fait, déjà, je la vois pas avec je la vois pas avec hauteur. Je la vois vraiment en profondeur et à l'intérieur de cette scène-là, puisque je suis en contact régulier. Je suis pas le seul. Il y a toute une direction qui est en contact avec des artistes. On a de multiples services au niveau de la DAV et on travaille en complémentarité. Mais là, c'est votre expérience que je vous demande. Oui, c'est-à-dire, vous allez voir des concerts et pas que ceux qui sont organisés. Alors, j'allais y venir. Donc là, c'était juste pour dresser le tableau. Après, c'est vrai que je regarde beaucoup de concerts. Du moins, je vais écouter beaucoup de concerts et tout style confondu. J'ai horreur du cloisonnement stylistique. C'est vrai que des fois, c'est pas évident à suivre, mais c'est vrai que je ne comprendrai jamais comment on arrive à faire un festival uniforme avec le même style de musique, etc. Bon, après, moi, c'est ma couleur. Chacun fait...
on va dire, à ce qu'il veut. Mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre de ne pas être imprégné de cette scène-là, parce qu'elle est foisonnante. Il y a beaucoup d'artistes qui partent de Toulouse pour essayer de trouver, on va dire, bonheur ailleurs, même si la phrase n'est pas très française. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner. Après, voilà, on s'appuie sur des acteurs aussi locaux pour pouvoir les accompagner. C'est pour ça que Barbare, par exemple, est le parfait exemple. Puisque grâce à eux, il y aura entre une dizaine de concerts d'artistes locaux. Il y a tous les concerts qu'on va faire aussi dans le département, avec Didier Dulieu, par exemple, ou Nakarato, le pianiste. Donc oui, en fait, l'idée est toujours la même, c'est de créer un équilibre entre les artistes locaux et les autres. Voilà, donc tout ça, ça se passe à partir de mercredi, c'est le 9 octobre. Concert inaugural qui sera assuré par Ness, un trio plutôt jazz électro là pour le coup. Ouais, plutôt jazz électro, très calme quand même, très aérien. Elle a une voix magnifique, elle chante en arabe, elle chante des fois en français. Et c'est vraiment une artiste à suivre. Et donc voilà, donc vous êtes les bienvenus, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le concert au Pavillon République, puisque cette année on recommence à planter cet immense chapiteau qui est sans doute moins pittoresque que le vieux chapiteau qui pendant un moment... le Magic Mirror. Voilà, le Magic Mirror qui à un moment donné campait au même endroit, dans la cour du conseil départemental, mais il y a de nouveau ces concerts en plein milieu du conseil départemental. Donc inauguration mercredi prochain, 9 octobre. Le festival va dérouler sa programmation plutôt là, éclectique, jusqu'au 20 octobre prochain. Et moi j'ai quand même repéré un concert qui va nous permettre de voir quelqu'un qu'on a sans doute pas vu à Toulouse depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais peut-être même une quinzaine d'années, Steve Coleman, qui vient avec ses Five Elements. La dernière fois qu'il était venu à Toulouse, c'était même pas avec les Five Elements, c'était avec son grand orchestre. Donc Steve Coleman, un ancien du M-Baz, ce collectif new-yorkais qui a essayé de mixer jazz et musique urbaine, le rap en particulier, donc qui a occupé la musique new-yorkaise et de l'Est des États-Unis pendant une bonne dizaine d'années, qui après a monté les Five Elements, où là aussi il a tenté de conjuguer le jazz le plus moderne avec le hip-hop de l'époque. Et donc, il revient, ça se passera au Bascala, c'est le 18 octobre. Concert plein ou encore des places? Non, il reste encore des places sur ce concert. Très bien, et on va écouter un morceau de Steve Coleman, donc extrait d'un album sorti en 2014. Steve Coleman, No Consciences. Voilà, Steve Coleman avec les Five Elements, je le rappelle, 18 octobre au Bascala, c'est à Bruguière, dans le cadre de Jazz sur 131. Édition 2019, 10 jours de concerts non-stop à Toulouse. Cette édition, comment vous la voyez maintenant qu'elle est fabriquée? Éclectique, audacieuse, curieuse. La preuve, on commence avec Ness, on finit avec Abrahamic. Donc on commence avec la musique arabe, on finit avec la musique klezmer. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de sans tomber dans ces fameuses phrases et vivre ensemble, etc. Mais nous, on l'applique vraiment. Donc voilà, l'idée, c'est de mélanger les publics, c'est que tout le monde soit curieux et que en fait, les gens repartent avec le sourire. Sofiane Jaffer, déjà sur l'édition 2020 ou pas encore? Quelques pistes, mais après, moi, je suis un peu un hyperactif, mais il y a quelques pistes. Et le truc drôle, juste pour l'anecdote, il y a un artiste que j'adore, que je voulais absolument faire, qui s'appelle Youssouf Daï, que j'avais noté sur mon tableau dans mon bureau en disant pour 2020, je le proposerai. Et, sauf que Kamel Williams a annulé, et c'est lui qui vient, donc la semaine prochaine. Il s'appelle Youssouf Daï, c'est le monsieur qui avait fait le fameux projet Youssouf Kamel, qui est un peu la référence du jazz anglais. Donc oui, j'ai commencé à noter des groupes en espérant qu'il n'y ait pas d'annulation encore en 2019. Mais voilà, en fait, il y a quelques pistes, bien sûr. Mais on aura compris que pour les groupes qui annulent, ils annulent aussi leur venue à Toulouse pendant un petit moment. Sylvie Castro et Sofiane Jaffer, merci d'être venus nous parler de cette édition 2019 de Jazz sur 131 qui commence le 9, mercredi prochain. Juste avant de se quitter, deux, trois propositions de concert pour ce soir. Avec ce soir
soir l'ouverture de la 24e édition de Cinespania à la Cinémathèque de Toulouse, édition 2019, placée sous le signe de la retirada et de l'esprit républicain post-guerre d'Espagne. Au programme court-métrage, films sélectionnés au Festival de Riron, compétition officielle, expo, conférences et concerts, et par exemple les concerts. Mais ça commence ce soir à partir de 19h, c'est-à-dire dans 3 minutes. Vous avez juste le temps d'y aller avec Los Graciosos dans la cour de la Cinémathèque. Rebetiko ce soir à l'Astronef à partir de 19h30. Guitare baroque et lutte à partir de 20h à la chapelle des Carmélites avec Rolf Leilevand. Canary, quintet magique de jazz plutôt sauvage. Eux, ils seront à l'impro à 20h30. Allez voir Canary. Leurs venues à Toulouse sont assez rares. Faut vraiment pas les louper. Electrofunk ce soir au Rex avec Chlorine, Free et puis Shift. Ça, c'est des Toulousains. Shift, Dorian Dutèche à la guitare de ce groupe. Punk rock avec Robert Oppenheimer, Ta Gueule et Tricycle à la cave à rock à partir de 20h30. Rock encore au bar Le Ravelin à partir de 19h30 avec Easy Raptor et Sonic Gang. Toulouse les Orgues, on en a parlé largement tout à l'heure ce soir avec un programme Poulenc à la Halle aux Grains à 20h, festival d'orgue. Fanfare à Itinéraire bis à 20h30. Le Quartetto Taffy à Altigone, musique du monde. Altigone, c'est à Saint-Orens à 21h. Jazz au taquin ce soir avec Jean-Marie Morin Groupe. El Comunero, lui, sera à la Cave Poésie dans le cadre de la semaine que la Cave Poésie a consacrée toute cette semaine à la retirada. Vuelta, ça c'est la musique brésilienne à Maison Blanche à 21h. DBK Project, c'est de la chanson électro au bijou à 21h30. Et puis guitare et percussion à Archipel, 23 rue Arnaud Bernard avec Thierry Di Filippo à la guitare et Paco Labatte à la percussion. Ne pas oublier non plus, jeudi prochain, le 10 octobre, Marie Sigal sera au bijou. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Tulipe qui a assuré pour la première fois la technique de cette émission plutôt bien, avec beaucoup de maestria. On le retrouve la semaine prochaine. On retrouve aussi toute l'équipe de Caramel Mou la semaine prochaine. Salut les filles. Caramel.